clair, c'est clair, c'est clair. Je vous Du coup, branche. j'embraye rapidement sur l'Asie-Pacifique, comme ça on essaye d'être dans les temps. Principale source utilisée, je vous recommande encore une fois la revue Conflit. C'est un podcast qui a été publié sur les fondements de la puissance économique de la Chine. Revue Conflit. Revue Conflit, vraiment à voir. Parce que... dans les commentaires. Hop. Oui. Donc la Chine, si on part d'une échelle... Donc là, on est sur la deuxième partie, là. On zoome sur la deuxième partie. Ok, bon. Allez, let's go. Le zoom sur Voilà. la Chine, c'est parti. Donc, la République populaire de Chine, membre des BRICS, oh là, pardon, ça va pas le faire. BRICS, pardon. L'ambition et le but de cette organisation, c'est d'affaiblir en partie la domination de l'US dollar. Voilà, ça on le sait. Pourquoi? Parce que l'US dollar est un des principaux leviers des sanctions et des embargos à l'échelle internationale. Et donc, pour des pays qui sont peut-être dans le camp opposé, une des raisons d'affaiblissement de la domination de l'US dollar, au-delà des échanges économiques et toutes les questions qui sont traitées en parallèle, crypto, macro, etc., le levier de sanctions en géopolitique est important, notamment pour l'Iran. Et je vais y venir parce que l'Iran a intégré les BRICS. La proposition est d'utiliser et de diversifier les devises d'échange des pays membres. Par exemple, l'Arabie Saoudite a accepté que ces transactions soient payées en devise chinoise, le renminbi. C'est le nom officiel du yuan, il faut le savoir. Renminbi? Renminbi, ouais. Ok, ah, tu vois, je me coucherais moins con. Bon, bah, je me serais couché moins con même avant ça, en tout cas. Mais... Merci, le renminbi, d'accord. Donc il faut s'inscrire encore une fois dans un principe de géographie pour la Chine, s'inscrit dans un réalisme. Le lawfare, là, je mets entre guillemets le lawfare, c'est L-A-W-F-A-R-E, le lawfare, c'est la loi en anglais avec le faire comme le warfare. Okay. C'est vraiment un mot, un concept en géopolitique qui permet de faire du droit une arme ou un instrument de menace, qui est particulièrement employé par les États-Unis en matière d'extraterritorialité du droit. Et là, je sais que c'est une notion peut-être un peu pointue, mais en gros, pour le schématiser de manière très simple, imaginons qu'un train, un chemin de fer au fin fond de la Lituanie soit totalement financé, je ne sais pas, par cet État. Il suffit qu'il y ait un seul boulon de provenance américaine, le droit américain s'applique dessus, et du coup, vous pouvez avoir un jugement, un procès, des sanctions, n'importe quoi, à cause du droit américain. Voilà. Okay. C'est un des droits les plus puissants et qui est souvent oublié dans l'analyse contextuelle des rapports de force, mais les États-Unis vraiment en abusent, entre guillemets, mais ils l'utilisent beaucoup. Voilà. Donc Chine, évidemment, statut d'économie de marché. La consommation chinoise est considérée encore comme faible, puisque historiquement, modèle économique basé sur des exportations et des investissements jusqu'au plan quinquennal de 2011, date jusqu'à laquelle l'administration mettait l'accent principalement sur des investissements d'infrastructures, chemins de fer, usines, barrages, voies de transport. Sur la consommation, cette part de consommation intérieure a été favorisée par la hausse du SMIC, de 36 à 39% du PIB entre 2010 et 2016, alors qu'aux États-Unis, c'est près de 70%. Mais l'État chinois a de plus en plus conscience qu'il faut faire des manœuvres en faveur de cette consommation intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins de la population extrêmement importants. Et donc, ça amène à se poser quelle source d'approvisionnement, quelle énergie. La Chine possède d'importantes réserves de charbon, estimées à près de 10% de réserves mondiales, ce qui, si on le traduit dans un calcul encore une fois simple, c'est près d'un demi-siècle de réserves. Okay. Mais ce n'est pas une énergie soutenable, on n'est pas dans le processus climatique parfait. Là, le charbon, c'est une énergie négative. Oui. Mais pour l'Asie, les énergies sont surtout fossiles, donc charbon, pétrole. L'exemple de l'Indonésie est très révélateur, parce que l'Indonésie possède des gisements de pétrole et de gaz de charbon très importants. Très importants, pardon. Le Brunei aussi, en tout cas, cette zone est vraiment très révélatrice sur la gestion de ses ressources et qu'est-ce que l'on en fait. La Chine a toujours procédé à un nombre d'achats de pétrole important, en particulier iranien, malgré qu'il soit sous embargo, en le faisant transférer dans les eaux internationales. Là où la flotte fantôme, c'est le nom donné à la flotte des pétroliers à la fois russes, iraniens ou sous sanctions, qui gravitent dans les eaux internationales. Voilà. Okay. Il y a une montée en puissance du nucléaire en Chine, avec une volonté de développement de son mix énergétique, justement pour sortir la dépendance au charbon ou autre. Vous aviez très bien traité l'apparition de DeepSeek, l'intelligence artificielle, projet chinois, annoncé une semaine après Trump du projet Stargate, là où 500 milliards
été mis sur la table. 500 millions, 500 milliards, je ne sais plus. 500 millions, je 500 pense. milliards. Ouais, je crois que 500 milliards? Ben, alors, attends, tu me fais douter. 500 millions, peut-être. Non? Je sais pas, j'aurais dit 500 milliards direct, mais peut-être que je me planterais en me disant ça fait beaucoup. Mais 500 millions, ça me paraît pas énorme non plus, quoi. Alors Alors, qu'à attends, l'instant, les fact-checkers, là, let's go. Je vais checker vite alors qu'à fait. l'instant, je vois passer une information comme quoi la Chine a annoncé un tarif supplémentaire des droits de douane de 84% sur les produits américains, il me semble. Ouais, putain, bah, Donc irréfléchissable. l'affrontement se complexifie. Ouais, ouais. C'est Euh, 500 milliards, hein, c'est 500 milliards. 100 milliards, ok, bien joué. Sur l'IA, le géant Alibaba qui a annoncé une intelligence artificielle, large language model, encore plus puissant que DeepSeek. Encore une fois, on s'inscrit dans une guerre de l'information de la part des Chinois sur la narrative européenne, un potentiel ralentissement de l'économie chinoise. C'est différent, ça prend avec des pincettes puisque l'économie est dirigée. C'est important. Il semble en fait complexe d'analyser l'économie chinoise de la même manière que l'on utilise les prismes européens occidentaux. Puisque, comme on l'a dit, l'économie est dirigée, il y a des mécanismes de marché et de plans de développement qui sont entrepris sur le temps long. L'économie chinoise est prête à vivre des ralentissements très brutaux pour bâtir une résilience. Par exemple, crise immobilière, Singapour, époque des crises des subprimes, Lehman Brothers. Et en fait, payées par le contribuable américain, ces crises. En Chine, si on y va, la dernière crise d'Evergrande, c'est une compagnie immobilière, elle s'est effondrée et l'État l'a permis, dans le sens où il n'y a pas eu d'appel à l'épargne des citoyens chinois. C'était il y a 1 an et demi. Ouais, ouais. Causé par un surplus immobilier suite à de nombreuses constructions, surplus d'offres, éclatement de la bulle empêché par des autorités, etc. Voilà. Encore une fois, en géopolitique, j'insiste sur les coopérations et la Belt Road Initiative. En fait, la BRI, c'est le nom donné aux routes de la soie 2.0, Ok. annoncé il y a 10 ans au Kazakhstan, pays d'Asie centrale. Et en fait, la Belt Road Initiative, c'est un moyen d'exporter les surcapacités industrielles chinoises qui sont par nature déflationnistes. Ciment, béton, acier. Voilà. Et encore une fois, quand je parle des pays d'Asie centrale, je parle du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. Voilà. Sur la technologie électrique importante. En fait, l'objectif, c'est de parvenir à capter la chaîne de valeur des ressources naturelles critiques dont aura besoin l'écosystème électrique qu'ils ne possèdent pas dans leurs terres comme les terres rares. Par exemple, le lithium et le cobalt, qui sont majoritairement en Afrique, pour justement avoir un approvisionnement assuré des acteurs de l'électrique et handicaper l'accès à ses concurrents. Encore une fois, je vous prie de s'inscrire dans une logique de contrôle et d'empêchement des acteurs adversaires. Il y a eu notamment un embargo sur l'exportation du germanium. Donc, encore une fois, on est sur le contrôle de ces terres rares. Chine, pays importateur de pétrole. La Chine est devenue un pays importateur net de pétrole depuis 1993, ce qui a bouleversé le marché mondial de l'énergie. 2004, la Chine importait près de 30% de sa consommation de pétrole. 2025, on est à près de 80-82% estimé. Important. Ah, c'est énorme. Ouais. Importation du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique centrale. Donc l'idée, c'est d'avoir une diversification des sources d'approvisionnement. Pourquoi? Comment? Grâce à des licences d'exploitation sur les gisements de gaz, en Asie centrale particulièrement. J'avais parlé de la Birmanie aussi la semaine dernière, puisque la Chine a renforcé son influence au Myanmar, Birmanie, en soutenant la junte militaire, ce qui lui a permis d'accéder aux ressources énergétiques locales, et donc de réduire sa dépendance stratégique au détroit de Malacca, puisque je rappelle que dans le détroit de Malacca, il y a près de 80% de ses importations de pétrole qui y passent. C'est énorme, 80% qui y passent. Point d'influence de manière juridique, en matière de normes et de standards technologiques, l'ISO, c'est le International Standard Organization. En gros, c'est si on s'intéresse au comité technique de ce ISO, c'est l'organisme qui gère les brevets et les standards d'utilisation technologique, technique, de tout ce qui existe au monde. Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais. Si on s'intéresse au comité technique pour le lithium, les terres rares et le cobalt, qui est-ce qui a la présidence et le secrétariat? C'est la Chine. Donc, elle est en capacité de dominer le débat technologique sur ce que devraient être les normes internationalement acceptées, pour le cobalt par exemple. Ouais, ouais. Donc, c'est pas une surprise
que le numéro 1 mondial des batteries soit un Chinois, ATL, et que le numéro 2 des batteries, c'est un Chinois, BYD. Donc les Chinois sont arrivés à capter les ressources grâce à leur tentaculaire capacité en Asie centrale, en Afrique, etc. Petite anecdote sur le soft power. Au Tadjikistan, la capitale Douchanbe, sur une des principales artères de la ville, qui est une capitale, on va dire, d'architecture soviétique, mais avec des bâtiments qui poussent, il y a vraiment une ambition d'infrastructure un peu moyen-orientale. Le bâtiment du Parlement est actuellement en rénovation. Et lorsque on se balade dans la capitale, on remarque très rapidement qu'il y a une énorme bâche qui recouvre le Parlement, et cette bâche fait l'effigie du sponsor chinois, avec traduit du coup en russe aussi, puisque le russe est utilisé dans ce pays. Mais le logo et la devise du sponsor chinois est affiché en énorme. Je vous prie d'imaginer l'Assemblée nationale française recouverte d'un sponsor chinois. Je pense que ça serait une guerre civile, ça serait pas possible. Pas possible de mettre l'effigie d'un acteur international comme la Chine, tu vois, pour la France. Sauf que, lorsqu'on est en Asie centrale, la Chine, c'est un pays voisin. C'est un pays qui a plus de ressources, une capacité d'influence différente. Et donc, c'est vers cet acteur que l'on se tourne. Donc voilà, c'était une petite anecdote réelle qui vous permet aussi d'illustrer ce qu'est le soft power, chose qu'on a du mal à ressentir, on va dire, en tant que Français, de manière quotidienne. Ouais. Il y a des instituts Confucius qui sont créés en Asie centrale. Il y a des départements de langue dans les universités d'Asie centrale qui sont destinés aux langues européennes, qui sont, on va dire, restreintes, de par évidemment un éloignement géographique. Par contre, les instituts Confucius sont énormes, financés par la Chine, et il y en a de plus en plus, notamment en Afrique. Voilà. Et je parlais de l'élargissement des BRICS qui a eu lieu l'année dernière. Les nouveaux membres sont l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Et là, on se demande comment est-ce que des pays sur le papier qui s'affrontent, je pense naturellement aux Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite versus l'Iran, comment ensemble ils peuvent cohabiter, en tout cas trouver un dialogue commun dans une arène comme les BRICS. Ça sera intéressant à suivre. À noter que l'Argentine de Milei, au final, devait rejoindre, n'a pas rejoint. Voilà. Ok, intéressant. Hop. Moi, je vous propose aussi de rajouter quelque chose concernant les terres rares. La question, d'où viennent les principaux minerais pour l'armement européen? Parce qu'on a parlé de la Chine. Et en fait, la Chine, c'est vraiment l'origine monstrueuse de beaucoup de terres rares. Je vais vous épargner les noms des différents matériaux, mais les principaux, par exemple le samarium, le tungstène et le germanium, c'est plus de 80% de contrôle de la Chine. Waouh. C'est énorme, c'est énorme. La Russie, c'est plus du vanadium, du platine, du nickel, du titane, c'est important. Là où l'Europe, on pourra peut-être éventuellement mettre cette carte publiée une prochaine fois, je pourrais te l'envoyer. Ouais. Là où l'Europe, il n'y a vraiment aucun terre rare. Et on parlait de la RDC, cobalt, tantal, les deux principaux. RDC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre en Afrique. Tout à fait. Donc les principaux acteurs, encore une fois, si on doit faire d'une manière schématique, pour les terres rares sont l'Afrique du Sud, la RDC, le Rwanda en Afrique. Il y a le Brésil, Canada, États-Unis, Australie, Chine, Russie. Et que vraiment, selon le nombre de matériaux stratégiques produits par pays, c'est dans cette énumération qui sont le plus importants. D'accord. Pour la Chine, parce qu'en fait, si on s'inscrit dans un rapport d'analyse, on va dire, plus nuancé, j'aimerais faire appel à un concept créé par un penseur, un théoricien américain qui s'appelle Samuel Huntington, le choc des civilisations, qui est lié à un autre concept du début des années 90 de Francis Fukuyama, que je nomme la fin de l'histoire, qui prétendait qu'à l'issue de la chute du mur de Berlin, donc la fin de l'URSS, l'histoire du monde était finie ou plus ou moins achevée. Donc maintenant, le libéralisme et l'économie classique, comme on l'entend, va gagner et que le modèle démocratique universel va s'imposer. Et donc le concept de choc des civilisations, tu me dis, Buty, si tu veux mentionner des commentaires ou petites pauses. Ouais, pas de souci. Je suis pour l'instant et je pense que toute l'audience suit, parce qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc Okay. je te relais dès qu'il y en a. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. C'est hyper important et voilà, il n'y a pas de questions bêtes et voilà. S'il y a quelque chose que j'ai mentionné trop rapidement ou pas assez approfondi, évidemment, dites-le moi, c'est le but. Le but est d'interagir. Ouais. Mais sur le concept de choc des civilisations, donc développé par Samuel Huntington dans un article publié en 1993 au sein de la revue Foreign Affairs, selon lui,
la fin de la guerre froide ne signifiait pas la fin des guerres, mais plutôt leur mutation. Le cheminement d'idées est lequel? Je vais commencer à faire l'énumération pour que vous suiviez de manière schématique. Ah ouais. Historiquement, les guerres étaient menées entre les princes, entre les souverains, on va dire, territoriaux. Là, on remonte à vraiment historiquement, on va loin. Dans une perspective d'étendre le pouvoir qu'ils avaient. Petit à petit, l'histoire européenne a conduit à la création d'États-nations constitués. Là, je fais référence au traité de Westphalie, au congrès de Vienne, qui ont vraiment posé des frontières plus ou moins stables aux États. Ce qui a conduit, encore une fois, le grossir trait, à la Première Guerre mondiale, à la Révolution russe, qui, elle, promeut une idéologie. Et la question finale, c'est est-ce que les affrontements géopolitiques sont des affrontements d'idéologie? Puisque la guerre froide consistait entre deux modèles de société qui s'affrontent. Oui, c'était ça. Sauf que, pourquoi l'intérêt de vous mentionner le choc des civilisations? C'est que désormais, il faudrait penser les conflits en termes culturels. C'est-à-dire que le choc de civilisation dominera la politique à l'échelle planétaire. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur. Et là, il faut faire un effort de définition de civilisation qui serait faite en fait via les religions de référence. Et il faudrait se baser sur un strict respect des zones d'influence. Donc chacun, je vais citer, vous allez mieux comprendre, mais chacun posséderait donc sa zone civilisationnelle de base et qu'il ne faudrait pas empiéter sur celle du voisin. Deux éléments constitutifs. Le premier, c'est l'identité culturelle, la langue, la religion, l'histoire, les coutumes, l'institution. Et un deuxième élément, plus subjectif. On parle d'un sentiment d'appartenance. Ouais. Et là, je peux vous faire une déclinaison précise. Il y a 8 différentes civilisations qui sont exprimées. Occidentale, confucéenne, shintoïque, islamique, hindoue, slave orthodoxe, latino-américaine et africaine. Sachant que sur la civilisation africaine, on pourrait débattre, puisque ça englobe une multitude de destinées qui est un peu un relativisme historique. Mais bon, en tout cas, c'est ça les 8 grandes familles civilisationnelles. Ok. Et un autre idée importante. Vraiment en Chine, quoi. Comment? Le confucianisme et le shintoïsme en Chine. En fait, shintoïsme, c'est japonais. Ah, pardon, d'accord, ok, waouh. Ah oui, putain, ok, tac. J'ai été matrixé par la Chine. Et l'autre argument, encore une fois, pour que vous suiviez l'avancée de l'idée, c'est que dans les guerres idéologiques, pas de ma gueule. c'est que dans les guerres idéologiques, on peut changer de camp. Tandis qu'au cours des affrontements civilisationnels, les différents, on va dire, les lignes de fracture sont fondamentales. C'est-à-dire que le changement de camp est quasi impossible. Puisqu'on peut être marxiste, on peut être communiste, bon, on ne l'est plus, c'est fini. Alors que si on touche à des vecteurs vraiment identitaires, civilisationnels, le changement de camp n'est pas possible. Voilà. Mais bon, ce concept a subi quelques limites de par l'évolution du temps, c'est normal. Par exemple, avant le 7 octobre 2023 et le rapprochement stratégique entre l'Arabie Saoudite et Israël, pour faire face à l'Iran, on voit que ces familles civilisationnelles se sont rapprochées. Voilà. Et encore une fois, Samuel Huntington, il appartient au courant des réalistes des relations internationales. Il ne préconise pas le choc des civilisations, mais décrit un phénomène qu'il essaie d'expliquer. Donc il y aurait un certain déterminisme. Je ne sais pas si, évidemment, c'est très clair, mais j'avais essayé de vous délimiter ça de manière synthétique. Est-ce que c'est clair pour vous dans les commentaires, là, au lieu de vous foutre de ma gueule? J'avoue, je mérite, là. J'ai pas les commentaires, mais j'imagine... Tu peux les voir. Est-ce que vous avez capté? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient d'expliquer James par rapport, En attendant les questions, par exemple, c'est que l'idée, quand on parle d'Europe, quand on parle de relations transatlantiques qui subit des perturbations, c'est parce qu'on s'inscrit de manière vraiment très très inconsciente dans une même famille. Et donc le fait qu'on ait des divisions à l'échelle philosophique, c'est contre-intuitif par rapport à d'autres affrontements, comme on pourrait avoir de manière plus logique, en tout cas ce qui nous mène à penser les événements avec la Chine, la Russie, l'Iran. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et j'insiste, en fait, les concepts géopolitiques, ils sont peut-être pas importants quand on décrypte l'actualité de manière très factuelle, mais sur le temps long, il y a vraiment des penseurs, il y a des think tanks, c'est des centres de réflexion, il y a des travaux qui sont dirigés avec des piliers de recherche qui prennent en compte véritablement ces courants de pensée. Donc c'est à avoir en tant que référence. Voilà.
Ok. En tout cas, on nous dit Jay qui nous dit c'est clair mais c'est complexe. Ah bah oui, oui, à l'image du monde. Et Spokemaster qui nous dit oui, oui, c'est très clair. Mais je sais pas comment il écrit sur son clavier, mais ça a l'air très clair. Voilà, j'ai fait le tour en 1h10 de ce qui me semblait important. Ok. Comment tu différencierais fondamentalement la vision du monde chinoise de la vision du monde américaine? Ah, tu me poses une vraie dissertation. Oui, remarque, c'est vrai. Mais en Non, non, quelques. non, 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 c'est tout l'intérêt de cette question. Il y a deux approches que les observateurs occidentaux font sur la Chine. La première, c'est que historiquement, la Chine est un empire. Un empire qui n'a pas vocation à être expansionniste. Donc, ça voudrait dire que la Chine se tient à un précaré précis pour une identité nationale très affirmée. Et la deuxième, ça serait de dire que la Chine, en fait, n'est plus du tout la Chine qu'ont connu les premières dynasties des Han, on va dire dans les siècles, je sais pas, 12e, 9e, 18e, 19e, on n'en est plus à là. On est sur une Chine beaucoup plus, entre guillemets, agressive, qui va du coup mettre à contribution le droit dans la mer de Chine méridionale, qui va utiliser cette norme juridique pour aller gratter des débouchés économiques, culturels. Donc, pour recentrer sur la différence entre la politique chinoise, ça que tu dis, enfin, entre la Chine et les États-Unis, c'est ça la question? Ouais. En fait, là, d'où justement l'intérêt de décrire les familles, on va dire, respectives civilisationnelles. La Chine la Chine, c'est l'empire du milieu. C'est-à-dire que tout commence et tout finit en Chine, selon elle. Là où les États-Unis, pareil, enfin, il y a un prisme, évidemment, il y a un ethnocentrisme évident à partir de chaque pays. Mais les États-Unis ont historiquement toujours dominé la sphère internationale, particulièrement depuis le XXe siècle. Ouais. Et actuellement, parce que ce qui nous intéresse, on va dire, c'est l'actuel, la Chine a une ambition de puissance démesurée, selon moi. Oui, oui. Mais qui s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus calme, beaucoup plus sous-jacent, via, on l'a dit, des développements, via les BRICS, les routes de la soie, des choses qui ne sont pas forcément palpables à l'œil nu. Par exemple, Ouais. quand on parle des rachats de nombreux ports d'infrastructures en Afrique, Ouais, et le ben, Pirée. ouais, le Pirée en Grèce, par exemple, tu vois. Toulouse, je crois aussi, non? Attends, non, pas Toulouse. J'ai dit n'importe quoi. L'aéroport, tu parlais? Ouais, y a pas un truc qu'ils ont racheté à Toulouse? Je sais pas pourquoi ça m'est venu directement. Mais Ouais, peut-être. il y a eu des discussions à un moment à Ah. vérifier. Ah oui, oui, il y a peut-être eu des discussions. Peut-être que ça n'a pas été fait, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que répondre en quoi est-ce que les États-Unis et la Chine sont différents quelques minutes, c'est pas facile, mais on est vraiment sur une différence d'approche. Ouais, ouais. Là où, par exemple, là, je raisonne de manière très personnelle, mais je n'ai pas le souvenir de la Chine qui. Bon, la Chine a des conflits militaires latents. Au Tibet, en Himalaya avec l'Inde, il y a eu des affrontements. Il y a quand même une présence militaire chinoise qui est extrêmement importante. Mais, à différence avec les États-Unis qui sont intervenus beaucoup au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ou dans des zones, par exemple, comme l'Amérique du Sud, déstabilisation, je pense à l'époque 73, Salvador Allende, des coups Ouais. d'État, la Chine n'a pas eu la même volonté de pousser. Enfin, quoique je dis ça, mais je peux me contredire en parlant des guerres du coup avec la Russie, des guerres avec le Japon. Donc, encore une fois, c'est à mesurer. Je peux te proposer de revenir la semaine prochaine avec des éléments de réponse plus construits, plus bâtis. Ça sera plus clair, peut-être. Ouais, ouais, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Mais en gros, les Américains sont plus ostentatoires dans leur approche, montrent plus les muscles, quand les Chinois sont plus dans une approche plus discrète, entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, ben, on y reviendra la semaine prochaine s'il n'y a pas d'autres points sur lequel tu veux qu'on mette l'accent. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se centrer un petit peu là-dessus, sur ces différences entre ces deux gros blocs. Et allez, je te pose une dernière question. Est-ce que la Chine sera la première puissance mondiale un jour? La question, le ticket Question d'or. PMU, la question PMU, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord, James. La Chine est et restera un des acteurs les plus importants de notre planète. La question, c'est du coup de savoir si elle aura une capacité de dominance telle qu'elle contraindra les États-Unis, l'Europe et les autres. Si rien n'est fait à l'heure actuelle, on s'en approche, je pense, mais on est très très loin de percevoir l'équilibre du monde dans les prochaines décennies. Mais la Chine a vraiment très très bien joué son coup, si je peux me permettre encore une fois, Bah ouais, ouais. dans sa montée en puissance.
Hmm. Ah ouais. Merci pour la réponse. Il y a Jay. Puisque, Oui, vas-y. puisque, encore une fois, lorsqu'on vit au Népal, au Bangladesh, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Vietnam, au Cambodge, le voisin chinois, il prend extrêmement de l'importance lorsqu'on raisonne en termes d'identité. La Chine, j'ai pas envie d'utiliser le terme d'ogre chinois, il est utilisé dans certains médias, etc. Mais la Chine a vraiment une capacité de coercition et de puissance qui est énorme, phénoménale, lorsqu'on est dans son hémisphère, encore une fois. Ah ouais. Mais l'Inde, par exemple, on n'en a pas parlé, mais a une vraie rivalité et une ambition de puissance qui s'affrontent directement par la Chine. C'est-à-dire que l'Inde et Chine, c'est une opposition de frontale. Ah ouais. Voilà. Oui, effectivement. Là. Ok, il y a Jay qui nous demande les Ukrainiens n'ont pas capturé des soldats chinois. Une explication. Alors, j'ai pas vu. Ouais. Hier, en fin d'après-midi, Zelensky, le président ukrainien et les officiels de l'armée ont annoncé, je crois qu'il y a une vidéo qui a été publiée de 2 soldats chinois capturés, Oh. comme quoi la Chine était rentrée aux côtés de la Russie dans ce conflit militaire. Ah Je ouais. n'ai pas vu beaucoup de commentaires de la presse généraliste sur ce sujet. Ça va être Étonnant. vérifié. Après, quand on dit chinois, peut-être qu'ils peuvent être chinois, peut-être qu'ils sont dans une milice, parce qu'il y a beaucoup de milices paramilitaires qui œuvrent en Ukraine. Ce sera à vérifier, mais je ne peux ni démentir ni affirmer qu'ils sont chinois vraiment envoyés par la Chine. Ok, ouais. Ouais, d'accord.